Camarade Papa, c'est bien le titre de son deuxième roman dans lequel nous avons une sorte de dualité de personnages, de voix, d'époque, un double regard sur l'histoire de la colonisation. L'écrivain, il est là avec nous sur ce plateau. Bonsoir, Gauze. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau d'MC TV. Alors, ok. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien entendu ce livre, en réalité, c'est quoi l'histoire? Alors, l'histoire de Camarade Papa, c'est plusieurs histoires en fait qui s'imbriquent pour former une histoire. L'histoire d'un jeune Français, 20 ans à peu près, à la fin du 19e siècle, qui quitte sa campagne, on va dire, moisie, pourrie, pauvre, comme n'importe quel migrant en fait, et décide d'aller voir au-delà des horizons si l'herbe est plus verte, si la vie est meilleure. Donc il bouge de chez lui parce que son père et sa mère sont morts. Voilà, donc c'est un destin comme les autres. En fait, peu importe si ça se passe en France, peu importe si ça se passe au 19e siècle, c'est toujours comme ça. Bien sûr. Quand on est frappé personnellement, on a tendance à bouger en fait, pour pouvoir résoudre ça. Et donc il va, il rencontre sur le chemin de son exil comme ça, il rencontre sur le chemin des gens dans une usine à Châtellerault, qui s'appelle la MAC. La manufacture des armes de Châtellerault. Ensuite, par un concours de circonstances, il rencontre des Strasbourgeois qui sont eux-mêmes à cette époque des migrants de l'intérieur. Des Strasbourgeois, parce que la France a perdu la guerre contre l'Allemagne en 1860, bien entendu. Et donc l'Alsace et la Lorraine sont devenus allemands du jour au lendemain. Les gens se sont retrouvés étrangers chez eux-mêmes. Voilà, un peu comme dans la vie d'aujourd'hui. Donc ils ont migré parce qu'ils n'étaient plus chez eux, quoi. Et en rencontrant ces Strasbourgeois, pour la petite histoire, Binger est Strasbourgeois. Binger qui a donné Bingerville en Côte d'Ivoire est Strasbourgeois. Et donc il rencontre un cousin de Binger qui lui parle de son cousin. De la Côte d'Ivoire. Qui est parti à la Côte d'Ivoire. Et donc ça lui donne envie d'aller plus loin que où il a bougé jusqu'à présent. Et donc il va à La Rochelle, qui est le port par lequel on migre. Et comme un simple migrant qui traverse aujourd'hui la Méditerranée, il a traversé l'Atlantique jusqu'à Grand Bassam. Et donc ce jeune homme-là découvre une culture nouvelle dans ce qui, pour lui, avant, est un Eldorado. Bien entendu. Donc les choses sont un peu inversées. Donc il découvre cette culture nouvelle, il rencontre des gens, il se rend compte que, en fait, on est bien en dessous du discours habituel. C'est un infrason par rapport au son habituel qui dit que ces gens-là sont des sauvages, ces gens-là ils sont pas de notre civilisation, etc. En fait, il rencontre des hommes. Il se rend compte que les gens sont pareils, quoi. Donc c'est l'histoire de ce jeune homme qui bouge, d'Europe en Afrique, est doublée 100 ans plus tard avec l'histoire d'un gamin, d'un métis, on ne sait pas trop. Sa mère a disparu, lui aussi. Disparu. Ouais, disparu. On ne sait pas si elle est morte. On sait qu'elle a disparu. Elle a disparu au paradis du camarade Enver Hoxha, c'est comme ça que l'enfant dit. L'enfant, il a un discours patiné de la rhétorique communiste de l'époque, parce que son père est hyper militant, et son père qui est militant, décide de se débarrasser un peu de l'enfant, parce qu'il ne peut plus s'en occuper, la maman n'est pas là. Donc il décide de le renvoyer chez sa grand-mère, dans sa mère patrie, en Côte d'Ivoire, à Assikasso, qui est devenu plus tard Agnis Bilekro. Et donc cet enfant-là fait le même voyage que cet enfant hollandais finalement, peu importe sa couleur, puisqu'il est né en Hollande, il parle hollandais, son français un peu bizarre, il parle un français de communiste un peu bizarre, donc celui-là s'en va en Côte d'Ivoire. Donc ce sont ces deux trajectoires-là qui sont séparées par le temps, mais réunies par l'espace, que je mets dans Camarade Papa. Après, je ne vais pas spoiler mon propre livre. Qu'est-ce qu'il dit cet enfant-là et ce jeune-là? Il faut le lire. D'accord. Déjà, on retient un enfant à la recherche, bien sûr, d'un ailleurs meilleur. Mais à lire déjà, bien sûr, le titre, il en vaille, bien entendu, la peine de toute évidence de plonger dans l'univers de ce livre. Alors, la question qui taraude un peu, pourquoi Camarade Papa? En fait, c'est une expression qui vient du langage de cet enfant-là. À la maison, le papa est tellement communiste, tellement engagé, en fait, il a transformé la maison en véritable parti politique marxiste-léniniste. D'accord. Donc papa n'est plus papa. Papa est camarade papa. D'accord. Par exemple, l'aspirateur, c'est un char d'assaut Zhukov.
comme le maréchal Joukov, par exemple. Les toilettes, c'est un camp de repli, ou bien un camp de redressement, idéologique, quand il fait des bêtises, voilà, etc. Donc le terme est puisé en fait de la fantasmagorie, du langage de cet enfant-là. Quand il dit camarade, papa, voilà. Et mais en fait le titre va plus loin que ça, bien évidemment, mais c'est un hommage justement à la transmission, à la transmission, au savoir, à l'éducation. Les enfants qu'on a, ce sont les enfants qu'on fait vraiment. On les fait en les éduquant. Donc l'éduquer, c'est transmettre quelque chose. C'est transmettre une langue, une façon de parler, une histoire, un destin. Voilà, c'est ça, éduquer. Et donc c'est pareil pour ce Français aussi qui quitte son village pour venir à Grand Bassam à cette époque-là. Lui aussi, il est envoûté par l'univers de son père, qui délire parce que le centre de la France, en fait, la France, c'est une colonie aussi. Bien sûr. La France est une colonie romaine. Et comme toute colonie, vraiment, les gens sont venus, là-bas, les soldats romains sont venus. Il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Faut jamais oublier. Il n'y a pas si longtemps que ça. Tu vois, ils viennent là-bas et puis ils s'installent comme chez eux. Ils installent leurs hommes. Et donc, bon, à cette époque-là, comme d'ailleurs maintenant, ici, quand une armée n'a pas les moyens de payer ses soldats, les soldats se payent sur la bête. Bien sûr. D'accord? Donc ces Romains-là se sont installés en France, en prenant les terres des gens, des Gaulois qui étaient là. Donc eux aussi considéraient les Gaulois comme des sauvages, comme des gens peu civilisés. D'accord? Et eux aussi se considéraient comme envoûtés par la mission d'apporter la civilisation aux Gaulois. Ceux qui sont devenus les Français plus tard, qui disent que les autres sont des sauvages, là. C'était comme ça aussi qu'on les considérait. Bien sûr. D'accord? Donc il vient de cet endroit-là, il est possédé par l'image de son père, et donc il prend ça. Il prend cette éducation, cette transmission du fait que eux aussi sont des gens, des êtres supérieurs qui viennent d'ailleurs, qui ont colonisé des gens. D'accord. D'accord, une véritable histoire. Alors, on va voir un autre aspect. Nous sentons une sorte d'évanescence un peu de la terminologie ordinaire, parlant bien entendu du style d'écriture, qui fait place ici à une phraséologie, je dirais, assez communiste. Et à cela s'ajoutent des expressions assez particulières, par exemple, je bonjour la rue, les vendeuses de bisous. Nous pouvons ainsi le dire, ce livre est un écrit, bien entendu, de langue, d'une inventivité assez réjouissante. N'est-ce pas? Ben écoute, merci pour ce compliment. D'accord. C'est très bien dit, donc je trouve ça très bien dit. L'idée de le langage s'invente. Nous, personne d'entre nous ici n'a pour langage originel le français. Même le bambara n'est pas le langage originel de tout Bamako. Bien sûr. Par exemple. Bien sûr, au nord. Donc le bambara de Bamako n'est pas le même que celui de Ségou, par exemple. Bien sûr. D'accord? Donc on se débrouille de la langue que la société nous donne. On fait ça tous les jours. Chacun d'entre nous invente un langage. Et d'ailleurs, quand on parle, comme quand tu t'exprimes, tes phrases, elles sont belles. Donc on a envie de séduire les gens par le langage. Séduire, ça ne veut pas dire juste brandir des choses comme ça qui brillent. Séduire, c'est toucher l'intelligence. Bien sûr. Donc quand tu utilises ce langage-là, c'est que tu respectes l'intelligence de la personne qui est en face de toi. Donc tu lui permets lui aussi de travailler en lui parlant comme ça. Et donc on fait ça tous les jours. Mais seulement on le fait très peu en roman. Le roman africain, souvent, le vieux là, bon, tu sais, les camarades et les singles, c'est des phrases pour les phrases. Enfin, c'est des jolies phrases, hein. Bien sûr. Mais bon, voilà. Mais nous sommes une génération nouvelle. Même notre bambara n'est pas bambara. Bien sûr. C'est vrai. Tu vois, notre français n'est pas le français de l'époque. Et même dans la même journée, le matin, on ne parle pas français de la même façon qu'on parle le français quand on va au bureau. Bien entendu. Donc, nous avons un langage à géométrie variable. Et donc moi, j'avais envie de l'exprimer dans ce livre-là, à travers le langage de l'enfant. Parce que l'enfant représente la pureté. Donc lui, il peut se permettre de parler comme ça. Il n'est pas encore contaminé par la rigueur morale des adultes. Nous, on ne peut pas se permettre de parler comme ça. Encore moins toi, à la télé, à l'antenne de M7 TV, de l'excellente M7 TV. Donc tu ne peux pas te permettre de parler n'importe comment. Donc moi, j'ai utilisé l'enfant
comme prétexte de pureté pour inventer le langage, pour réinventer le langage, et lui mettre dans la bouche des choses qui de façon évidente, tout le monde comprend, mais ça n'obéit pas à la règle. Donc voilà, c'est ça aussi l'objectif de l'art. D'accord. Une petite lucarne quand même. J'ai fait un constat. Vous vous êtes assez largement attardé sur la ville de Bassam, les Agnis, c'est-à-dire le peuple Akan en Côte d'Ivoire. Pourquoi ce choix? Alors mon choix, c'est un choix à la rencontre du personnel et de l'historique. En parlant de colonisation, vraiment les premières personnes qui ont rencontré le colonisateur, ce sont les Akans. Ce sont les Akans, c'est Assini en fait. C'est Assini le point central sur lequel s'est ancré et Assini, c'est ancré la colonisation de la Côte d'Ivoire. Et Assini était sous gouvernorat Agni du royaume de Krenjabo. Krenjabo, bien entendu. Qui eux-mêmes avaient signé déjà un accord depuis 1848 sous Louis-Philippe. Ouais. Je ne sais pas si tu es au courant de l'histoire de Agnaba. Agnaba, bien entendu. On pourra développer plus tard. Donc voilà. Et il y a ça. Et ensuite, j'habite à Grand Bassam. D'accord. J'habite dans les vestiges même physiques de cette colonisation. Le premier blanc qui est venu, il est venu sur la plage. C'est de cette plage-là. Tout est parti. Voilà, il a vu la barre. C'est pour ça que le roman, d'ailleurs, commence par une description de la barre. Donc ce grand rouleau de vagues qui baigne toutes les plages d'Afrique de l'Ouest sur tout le pourtour du golfe de Guinée. Golfe de Guinée, oui. D'accord. Donc il y a ce truc personnel où j'habite moi-même à Bassam. Donc ça permet d'habiter le lieu, ça permet d'habiter les hommes, même s'il y a 100 ans, 150 ans de différence. Et puis les Akans, la Côte d'Ivoire, c'est un pays où il y a 60 ethnies. Le plus grand groupe est Akan, Baoulé. Ouais. Et quand on y ajoute les Agnis, on va quasiment à 50%. C'est comme un peu au Mali, où tout le monde parle quasiment Bambara. Bambara, oui. Voilà. Et moi, je considère que la Côte d'Ivoire est un pays un peu Akan. Ouais. D'accord. Et il y a toute cette diversité qui l'enrichit. Mais on dit Akwaba. Bien sûr. Donc on utilise par exemple la nourriture, la plupart des mots de nourriture sont des mots Akan. Oui. Et on s'approprie cette histoire-là. Et donc moi, et en plus, j'ai fait l'école à Sikasso. D'accord. Quand j'étais gamin, ça c'est une grande confidence. Bien sûr. C'est une confidence spéciale. Spéciale pour M7 TV, bien voilà, entendu. Pour M7 TV. Oui. Pas en France, sur France 2, France 5, jamais j'ai dit ça. Mais j'ai grandi à Nibilecro, qui est l'ancienne Sikasso. Et donc le nœud de ce livre-là, d'ailleurs, ça part de la plage et le nœud se trouve à Sikasso. Un endroit où je suis plus parti depuis longtemps. Hein. Ouais. Mais on est forgé justement par ce qu'on a été comme enfant, par la transmission qu'on a reçue. Donc voilà, donc c'était simple pour moi. Le choix du côté Akan était assez simple pour moi, était assez naturel, même si mes parents sont bêtés. Et ça dit un mot sur ce qu'est la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Voilà, ça dit un mot. Donc autant je choisis de façon particulière à Sikasso, autant j'ai choisi au hasard le centre de la France d'où vient mon personnage français. Parce que je me suis dit, j'ai juste pris la carte, j'ai lancé une fléchette au milieu, je me suis dit que mon histoire pouvait marcher à partir de n'importe qui, n'importe où. Parce que le discours civilisationnel là-bas est le même. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Alors, Gauze, avant que vous partez, bien entendu, à quand d'abord le prochain roman et qu'avez-vous prévu pour la jeunesse malienne, soit par exemple une dédicace de votre livre. Aujourd'hui, vous êtes une vitrine, bien entendu, à travers votre plume de la jeunesse et bien entendu de la jeunesse malienne. Comment je dirais, un Superman, comme vous aimez bien le dire. Ouais, alors, qu'avez-vous prévu? Alors, déjà Bamako porte bonheur parce que dimanche, au Salon du Livre de Paris, j'ai eu le prix du meilleur roman, Camarade Papa, le meilleur roman et le meilleur écrivain de la presse. Félicitations d'ailleurs. Donc déjà, et je suis là à Bamako pour quelque chose qui me tient à cœur. D'accord. Sur le continent, je fais ça un peu partout. Me tient à cœur justement la transmission.
C'est-à-dire ce qu'on accumule comme expérience, on ne fait pas ça pour garder ça dans son ventre ou dans ses intestins. On sait tous le destin de l'intestin. et non, on le fait pour le transmettre aux gens. Ouais. On le fait pour le transmettre aux plus jeunes, à ceux qui ne savent pas, aux plus curieux. On le fait pour la beauté, pour le ravissement. Et non, moi je suis venu ici, ce que je fais j'ai comme engagement à Bamako, déjà, là en ce moment, je suis venu pour des ateliers d'écriture de pièces de théâtre. Il y a un festival de théâtre qui s'appelle Les Praticables, qui aura lieu en décembre. Et en amont de ce festival de théâtre, on travaille les pièces avec des jeunes auteurs, principalement même des filles. Il y a 4 filles et un garçon. 5 pièces. Alors, depuis la semaine dernière, on a travaillé à une vitesse incroyable parce que les gens sont doués. Ils ont juste besoin de cadres. Et nous, on peut donner ces cadres-là. Et donc voilà, donc je suis venu dans ce cadre-là. Et ce sont des initiatives comme ça auxquelles je participe. D'accord. Et donc voilà, ça c'est ma contribution personnelle. Maintenant, pour ce qui est de mes perspectives littéraires, dans quelques mois, à la rentrée prochaine, je vais sortir encore un autre roman en France qui s'appelle Black Manou. Ah, on a une exclusivité. Ouais, ça s'appelle encore une autre exclusivité. Bien sûr. Et qui m'a été inspiré par deux personnes qui me sont... une qui est à Abidjan, à Cocody, donc un gars, un ancien, on va dire, zigéi d'Abidjan, qui va se chercher en France. D'accord. Et puis un acteur ivoirien, mais qui s'est fait à Bamako ici, qui s'appelle Kader Lassina Touré. Donc ces deux personnages-là m'ont inspiré un personnage dont les chroniques parisiennes vont nourrir mon prochain roman. Et donc, en général, quand je dis chronique parisienne, les gens se disent « Ah, tu vas écrire un roman encore sur les gens qui sont là-bas, complètement à Paris. » En fait, on se déplace avec sa culture, on se déplace avec son pays. Les gens ne se rendent pas compte de ça, quoi. On se déplace avec ça. C'est clair. Et c'est ça qui rend les gens intelligents. Le gars qui vient chez toi, l'objectif, c'est pas de le transformer en un gars qui est comme toi. S'il devient comme toi, il n'y a aucun intérêt qu'il ait fait ces milliers de kilomètres là pour venir. Il vient avec quelque chose qui te transforme toi. Et toi, le fait de l'accueillir, le transforme aussi. Donc chaque fois que tu parleras de quelqu'un comme ça, il transportera son pays. Donc les chroniques parisiennes sont un prétexte pour dire, mais c'est quel genre de trajectoire envoie un bonhomme comme ça à Paris et il y meurt d'un cancer de poumon. D'accord, ça promet. Alors, merci déjà, Goz. Pour, bien entendu, découvrir tout ceci, je vous invite à lire, bien entendu, Camarade Papa. Merci, Goz, une fois de plus, d'être venu sur le plateau d'MC TV. Merci, MC TV. Cette édition qui prend ainsi fin, j'ai été ravi de passer ce moment en votre compagnie.